Bonsoir, nous étions tous Charlie hier, un peuple uni dans la rue pour dire non au terrorisme, à la barbarie et à la peur après les attaques contre Charlie Hebdo, contre une femme policier, contre les clients juifs d'un hypermarché Kasher. Attaques qui ont coûté la vie à 17 personnes. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Comment combattre le terrorisme? Comment combattre l'ennemi intérieur et surtout les racines du mal? Avec nous, Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Paul Quilès, ancien ministre socialiste de l'Intérieur et de la Défense. Bonsoir. Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen. Bonsoir. Tarek Oubrou, imam et recteur de la mosquée de Bordeaux. Bonsoir. Dunia Bouzar, anthropologue du fait religieux, directrice du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Bonsoir. Et Alain Bauer, professeur de criminologie et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et proche de Manuel Valls, on peut le dire. Bonsoir. Vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux, hashtag mots croisés, et certains de ces tweets apparaîtront à l'antenne, pas les insultes, bien sûr. Alors, avant d'entrer dans le débat, je voudrais vous montrer la une de Charlie Hebdo, qui sortira donc mercredi. Et c'est un dessin de Mahomet. Tout est pardonné, c'est le titre. Et on voit bien sûr Mahomet porter ce panneau « Je suis Charlie ». Est-ce que cette une vous inspire un commentaire? Non? Je trouve que c'est une une plutôt apaisante. Après les souffrances qu'ont subies les équipes de ce journal, c'est un signe qui est tout à fait en phase, je trouve, avec la réaction du peuple français. La preuve qu'on peut faire de l'humour avec la religion, sans être obligatoirement offensant. Mais c'est un autre débat qui a lieu depuis quelques jours sur le blasphème. Il n'y a pas de blasphème, il y a de l'humour et la religion. Il n'y a pas de raison que la religion échappe à l'humour, qui est une donnée essentielle de la vie des sociétés et de sociétés démocratiques notamment. Tarek Oubrou, une réaction? Le même sentiment, c'est une caricature d'apaisement, comme quoi l'humour peut participer au lien social et à l'apaisement. Oui, Dunia Bouzar. J'allais dire juste peut-être aussi un côté pédagogique pour l'ensemble des jeunes, c'est-à-dire leur dire mais je suis Charlie, ça veut dire je peux être ce que je suis parce que justement on est dans un pays de liberté et c'est grâce à cette liberté qu'on peut être ce qu'on veut, même quand on n'est pas d'accord et qu'on respecte l'autre. Donc peut-être aussi remettre du sens à je suis Charlie. Daniel, comment dites-vous qui à une époque trouviez qu'ils allaient un petit peu loin avec ces caricatures? À un moment que, oui, c'est discutable. Moi, tout le monde est choqué et on est tous Charlie, on est tous flics, on est tous juifs, on est tous musulmans. Et alors je sais pas si c'est un peuple uni, hein. Il y avait des millions de citoyens, mais de dire que c'est un peuple uni, c'est aller un peu vite. Hier, c'était pas un peuple uni? Non, c'était pas tout le peuple. Il y a toute une partie de ce peuple qui ne s'est pas reconnu pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ou pour pas du tout de raisons, dans ces manifestations. C'est immense. Mais moi, je voudrais quand même, parce que sinon, ça va, l'après va être plus difficile si on fait des erreurs d'analyse. Le réveil sera compliqué. Mais non, c'est tout ce qu'elle a dit. C'est vrai que c'est en fait, c'est gentil, c'est mignon, c'est sympa et ça tend la main. C'est ça qui est fort dans cette une. Le débat, maintenant, c'est pas sur le blasphème. Moi, je suis évidemment que le blasphème va être reconnu. C'est difficile pour toutes les religions, mais le problème après de Charlie, moi je voudrais pas, c'est difficile de lire ce soir, mais je voudrais lire quand même. Moi je suis pas croyant, athée. Le Coran, c'est pas moi, la Torah, c'est pas moi, la Bible, c'est pas moi, et Charlie n'est pas ma Bible. Je voudrais simplement dire, c'est la liberté, mais la liberté c'est aussi de discuter ce que fait Charlie. C'est ça qui est intéressant en démocratie, sinon on rentre à la maison et on se met à genoux devant Charlie maintenant. Alors, on va revenir quand même sur la mobilisation exceptionnelle d'hier. Alors, si le peuple n'était pas uni, en tout cas, ils étaient nombreux dans la rue hier. Le 11 janvier 2015 restera dans l'histoire comme le jour où la France s'est rassemblée massivement pour défendre dans le calme la liberté, pour condamner d'une même voix la violence, l'antisémitisme, le terrorisme. On va y revenir, mais d'abord, on regarde donc quelques images de cette journée historique. Là et on n'a pas peur, même pas peur. Aujourd'hui,
Paris est la capitale du monde, de la liberté, de la démocratie. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est le silence. C'est ça la France, une démocratie incroyablement fière de sa liberté de parole, de sa constitution, de ses valeurs européennes qui nous sont chères. Lorsque l'essentiel est en jeu, il faut qu'on se rassemble. Les terroristes, ils ont eu le contraire de ce qu'ils voulaient. Ils voulaient faire peur et il y a en face plus de colère que de peur. Ils voulaient mettre à genoux et ils ont un pays debout. Ils font un boulot exceptionnel, ils risquent leur vie pour nous. Et moi, je les remercie. Paul Quillès, qu'est-ce que l'esprit du 11 janvier, selon vous? Parce que c'est Manuel Valls qui en a parlé aujourd'hui. Je crois que je rejoins un peu ce que disait Daniel Cohn-Bendit il y a un instant. Les gens qui étaient là, moi je les ai vus, je les ai écoutés. J'écoutais les gens qui étaient aux fenêtres, qui chantaient, qui applaudissaient, qui mettaient de la musique. J'ai fait beaucoup de manifestations dans ma vie, j'en ai organisé, mais j'ai jamais vu ça. Ça ne veut pas dire que la France entière était là. Il y a des tas de gens qui n'avaient pas envie de venir. Et il y a des gens qui pensent que les immigrés sont un danger, que l'intégration n'est pas possible, qui sont antisémites. Tous ces gens-là n'étaient pas là. Mais il n'empêche que ce noyau fort qui était présent là hier, c'est la preuve qu'il y a une capacité de résistance en France à ce qui est, on l'a dit souvent, la barbarie, l'obscurantisme. Moi, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Ce type de terrorisme, ce djihadisme, c'est un fascisme. On sait ce que c'est le fascisme, on l'a vu dans d'autres pays, et c'est peut-être contre cela que tous ces gens étaient là, et c'est pour cela, me semble-t-il, qu'il y avait tant de chefs d'État étrangers qui sont venus. Je ne discuterai pas pour savoir la conviction de certains chefs d'État qui ne sont pas si attachés que ça à la liberté dans leur pays, mais en tout cas, s'ils sont venus, c'est probablement parce que c'est quelque chose de fort qui était présent là, et le peuple français, même ceux qui n'étaient pas là, j'en connais beaucoup, se retrouvent dans cette affirmation forte, cette espèce de communion laïque à laquelle on a assisté hier. Et pour vous, Claude Guéant, c'était plutôt un rassemblement sous le coup de l'émotion ou plutôt une France qui rentre en résistance? Je crois que les terroristes ont voulu deux choses. Ils ont voulu d'abord porter atteinte à une valeur essentielle de la République française, qui est la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Mais je crois au-delà à toutes les valeurs qui fondent en fait notre rassemblement républicain. Et puis ils ont voulu aussi mettre un coin entre les communautés en France. Ils ont voulu créer des désordres, des oppositions. Et je crois que les Français ont bien compris cela. Et ils ont dit non. C'est un gigantesque refus qu'ils ont exprimé hier. Que peuvent en faire Oui, moi, je suis toujours étonné. Alors, d'abord, sur les valeurs, la liberté d'expression, comme l'a dit Paul Quillès, moi, je voudrais bien discuter avec Viktor Orban, avec Davutoglu. C'était pas leur tasse de thé, parce que Charlie Hebdo, ou en Turquie, ou en Hongrie, ils n'ont aucune chance. Ils font pas une demi-une, ils n'en font pas du tout. Il fallait pas qu'ils soient là ou il fallait... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai trouvé très bien que les Européens, c'est aussi notre problème. Mais on a le droit de dire quand même qu'ils sont... C'est bizarre, ces gens qui tout d'un coup défendent la liberté d'expression. Quand on voit le nouveau récit national de Viktor Orban et tout ce qu'il exclut en Hongrie, je veux dire, c'est hypocrite, c'est tout, mais il a le droit d'être hypocrite à Paris. On était sur le plus petit des dénominateurs communs, c'était la lutte contre le terrorisme. Mais il y a une autre chose. La liberté d'expression en France, M. Guéant. Harakiri, qui est quand même avant Charlie Hebdo, vous le savez, a été interdit par le ministre de l'Intérieur de M. Pompidou, parce qu'ils avaient fait balle tragique à Colombey, un mort. À cette époque, la droite ou une partie ne trouvait pas que ça faisait partie de la liberté d'expression. Oui ou non? Vous avez fait des progrès. Bravo. Merci. Mais je crois que c'est pas la droite qui la gauche, c'est la France qui a fait des progrès. Notre société avance. Vous intégrez dans le progrès, c'est tout ce que je voulais entendre. Donc, aujourd'hui, ministre de l'Intérieur, balle tragique à Colombey, vous l'interdisez pas. Vous interdisez plus le journal. Qui pourrait le penser? Oui, mais il faut moi je trouve quand un pays fait des progrès, il faut le dire avec tout le monde. C'est magnifique. L'union sacrée des politiques, c'est déjà fini? Il n'y a jamais d'union sacrée des politiques. C'est du baratin. Les politiques peuvent prendre des décisions en commun, mais une union sacrée, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que M. Sarkozy a essayé d'être en première ligne
qu'il a essayé de faire de la place pour être à côté en première ligne, que c'est tout de suite l'union sacrée. Non, mais ne faisons pas de politique politicienne. Enfin, reprocher à un parti politique d'aujourd'hui le comportement, une décision qui a été prise il y a 50 ans, c'est quand même un peu bizarre, de le même que M. Sarkozy était strictement à son rang protocolaire. Je parle de la tradition en France. Je dis qu'il était strictement à son rang protocolaire, puisque vous le mettez en cause. C'était ça que vous évoquiez. On a dit qu'il avait joué des coudes un petit peu pour se mettre devant. Il était à son rang protocolaire. C'est marrant, la liberté de la presse, que Paris Match corrige un article, tout ça. C'est ça la réalité d'aujourd'hui, du lendemain de cette journée, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoit que la France a un tout petit peu bougé, mais que les vieux réflexes sont un peu partout les mêmes. Dunia Bouzard, c'est marrant. Qu'attendez-vous des politiques au lendemain de cette mobilisation? Je trouve que ça n'est pas marrant du tout de reprocher à un parti politique aujourd'hui une décision prise il y a 50 ans. Dunia Bouzard, c'est une escroquerie intellectuelle. Qu'attendez-vous des politiques, à part cette petite querelle sur... Qu'ils sortent du piège que les intégristes nous tendent depuis à peu près 12 ans, voire plus, qui consiste... à se faire passer pour de simples musulmans orthodoxes et semer le doute, semer l'amalgame avec les musulmans. Et quand je dis ça, c'est pas pour défendre l'islam, contrairement à ce à quoi on peut être accusé, c'est tout simplement que quand ils se font passer pour de simples musulmans orthodoxes, ils peuvent bénéficier des lois laïques, des lois démocratiques, de liberté de culte et de conscience garanties par nos sociétés démocratiques. Et tous les interlocuteurs hésitent parce qu'ils ne savent pas où mettre le curseur entre ce qui relève de l'islam protégé par la République française normalement, parce que disons quand même, je crois qu'il y a 50 mosquées qui ont brûlé quand même. Bien sûr, une cinquantaine d'actes islamophobes. Voilà, ceux qui ne sont pas descendus, on sait où ils sont, ils tournent aussi autour des mosquées. Donc, ils veulent se faire passer, on ne sait pas où mettre le curseur entre ce qui relève de l'islam, garanti comme les autres convictions, croire ou ne pas croire en France par la laïcité, et ce qui relève du radicalisme. Et je crois qu'on sait le faire pour les autres religions, mais que quand ou à peu près, et que quand il s'agit de l'islam, tout le monde est paralysé, a peur soit d'être islamophobe parce qu'il s'agirait d'un musulman, soit d'être laxiste, et on oscille entre un traitement laxiste et un traitement discriminatoire. C'est-à-dire que bien souvent, les musulmans pratiquants ont quand même été traités de façon souvent discriminatoire sur un certain nombre d'éléments. Et de l'autre côté, on a laissé les radicaux prendre le terrain et effectivement se faire passer, redéfinir l'islam, dire le niqab c'est l'islam, dire plein de choses qu'ils ont redéfinies et qui a été assimilé par l'ensemble des Français musulmans et non musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment redonné une nouvelle définition et ça nous a brouillé les cartes et ils ont réussi à nous parasiter, tous, autant qu'on est. Tarek Oubouji, vous êtes l'imam de Bordeaux. Est-ce que vous sentez un certain malaise parmi les musulmans que vous côtoyez depuis ces attentats? Le malaise est installé depuis plus de 2 décennies dans la société française, y compris dans la minorité musulmane. J'ai envie de dire que ce que nous constatons comme phénomène d'extrémisme, de violence et de terrorisme issu de la religion musulmane comme aberration, la question qui se pose, est-ce que ce phénomène est un symptôme d'une crise sociétale ou bien c'est la cause de notre crise sociétale? Moi, j'ai envie de dire que la réponse est entre les deux. Donc, la victime, parfois, devient criminelle et vice-versa. Donc, ces enfants-là, c'est le produit en grande partie de nos sociétés, d'une certaine manière. Et leur crime a fonctionné sur un substrat religieux, mais dont les causes sont plus profondes. Et je pense que nous avons traversé un moment d'émotion positive après la manifestation. Maintenant, il faut passer à la raison et de chercher un petit peu des solutions en profondeur. On va parler des causes profondes. Alain Bauer, vous pensez que l'islamophobie est de retour de retour. Elle était déjà présente, mais avec cette cinquantaine d'actes islamophobes, donc contre des mosquées notamment, il y a un risque de montée, d'explosion de l'islamophobie en France? Bon, je pense qu'il y a d'abord des réactions anti-musulmanes et anti-mosquées. Le terme islamophobie est tellement dévoyé que je me garderais bien de l'utiliser, car tout critique
des excès potentiels d'une religion devient n'importe quoi phobe. Moi, j'appartiens à l'aile laïque, respectueuse des droits et de la foi des autres, à condition qu'on ne m'en impose aucune. Alors on va dire des actes anti-musulmans. Oui, là, ce sont des actes anti-musulmans, puisqu'ils attaquent des lieux de culte. C'est clairement identifié, et en la matière, ce sont des actes criminels, mais ils sont les mêmes quand on fait brûler une synagogue ou quand on attaque une église. Et j'ai la même position que ce que j'ai entendu tout à l'heure. Moi, je crois au droit à l'apostasie, je crois au droit au blasphème. On n'est pas obligé de passer à l'agression. C'était tout à l'heure, vous voyez, c'était une tendre dans un monde de brutes. Alors très vite, on a entendu une espèce de demande de la part donc plutôt en direction des musulmans, de se désolidariser des actes terroristes, pas en mon nom, en quelque sorte. Est-ce que vous comprenez cela, Claude Guéant ? Oui, et d'ailleurs, pour ma part, j'ai observé dans le discours des représentants de nos compatriotes musulmans une certaine évolution par rapport à d'autres épisodes que nous avons connus qui étaient aussi tragiques. Très souvent, la première réaction, c'est de la part des représentants musulmans de dire ne nous confondez pas, surtout ne faites pas d'amalgame. Et là, j'ai cru percevoir une volonté de condamnation et une volonté d'embrasser complètement les valeurs de la République qui étaient beaucoup plus affirmées. Et ça, j'ai trouvé ça très positif. Vous confirmez ? En partie, mais les musulmans restent quand même mal à l'aise par rapport à cette posture, et cette injonction, vous devez condamner, parce que nous sommes en définitive dans une république qui ne reconnaît pas les communautés, mais plutôt des citoyens. Et un citoyen n'a pas à se repentir du crime d'un autre citoyen, même s'il est encore religionnaire. Mais il peut condamner. Oui, voilà. Précisément en tant que citoyen, parce qu'il est citoyen. J'ai pas terminé mon raisonnement. Et les autorités religieuses. Cependant, les institutions religieuses, lorsque la religion est impliquée dans une justification d'un crime, là, les institutions, les imams, les religieux doivent se prononcer au nom d'une religion parce qu'ils représentent officiellement la religion. C'était mon idée au départ. Mais là, on a atteint un niveau très grave. C'est presque une déclaration de guerre. Et je dis aux musulmans, vous n'avez plus le droit de vous taire. Parce que tout silence pourrait être compris par la société comme une complicité, comme un silence coupable. Et donc, à double titre, le citoyen de confession musulmane doit manifester parce que c'est un citoyen. Ce sont ses concitoyens qui ont été atteints. C'est ce que vous avez dit dans votre prêche ? Mais également, le crime a été perpétré au nom d'une tradition qui n'aspire qu'à la paix et la réconciliation. Donc, à ce double titre, les musulmans doivent déclarer, mais avec révolte et colère, leur désapprobation à l'égard de ce type de crime. Je voudrais juste... j'ai pas été au bout tout à l'heure. Je suis Charlie dans les mots du prophète sur cette une. Ouais. C'est aussi dire je suis Charlie, ça incarne, au-delà des valeurs de la République, j'ai envie de dire des valeurs universelles. C'est aussi dire il n'y a pas d'incompatibilité entre l'islam et les valeurs de liberté. Oui. C'est aussi dire ça. Et c'est exactement ce message que je voudrais qu'on arrive à partager ensemble. Parce que sinon, c'est joué. C'est que l'islam n'est pas un problème, en fait. Mais que l'islam, mais bien sûr, c'est comme toutes les autres religions. On en fait ce que les hommes en font, ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'essence dans l'islam qui peut nous assigner à ces choses et qu'il n'y a pas d'incompatibilité. C'est pour ça que valeur universelle, c'est important. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je crois que ça renvoie à la responsabilité des communautés religieuses, en l'occurrence là de la communauté musulmane, d'expliquer que l'islamisme, ça n'est pas l'islam. Ça a l'air évident, ça a l'air d'être un jeu de mots, mais que l'islamisme, avec ses conséquences, le djihadisme, ça n'est pas l'islam. Tous ces gens qui se réclament de ces valeurs, qui se réclament du Coran, ce ne sont que les musulmans et les religieux musulmans qui peuvent l'expliquer, pas simplement dans des prêches, c'est très bien que ce soit fait dans des prêches, mais que ce soit fait dans d'autres endroits. Et ça renvoie à une autre question,
c'est quels sont ces endroits où justement peuvent se développer ce type de raisonnement. Et on va en parler. On en parlera dans un moment, on parlera des prisons, on parlera des banlieues, de banlieues difficiles. C'est là que justement ce discours faux peut entraîner des conséquences absolument dramatiques. Et il y a un mot qui n'est pas assez prononcé, à mon sens, qui n'est pas une réponse dans l'absolu, c'est le mot de laïcité. Il faut expliquer ce que c'est que la laïcité. Il est prononcé, il notamment est prononcé, par mais il faut les journalistes de expliquer, Charlie Hebdo, d'ailleurs. il faut expliquer ce que ça signifie et que c'est pas le rejet des religions, mais c'est le rejet des religions dans ce qu'elles sont à titre individuel et pas dans l'organisation de la société. Alors ça a l'air théorique comme ça, mais quand on rentre dans les détails, à ce moment-là, on comprend très bien que chacun doit jouer son rôle à son endroit. Et le rôle des religieux est important dans ce cas-là. Daniel Cohn-Bendit, je voulais quand même une petite réaction sur les applaudissements des policiers, des CRS, sur cette fraternisation. Ça vous a surpris? Mais vous êtes, voilà. Non, mais voilà. Alors, les musulmans doivent se justifier, les 68 heures doivent se pas du tout. justifier sur les policiers. C'était à votre tour de parler. Je voyais que vous vouliez prendre la parole. Pas du tout. C'est l'ethnie maintenant. Alors, je voulais poser la question à Paul Quillet. Non, vous l'avez posée à moi, par hasard. Non, mais c'était. Vous vouliez la parole, je voulais donner. Et je me suis dit que c'était une petite occasion. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous avez J'ai trouvé ça très sympa. Mais moi, ça fait longtemps que je suis très copain avec les flics. Ouais. Moi, j'ai eu des trêves. D'ailleurs, on a eu des discussions très sympas aussi, même avec Monsieur Guéant, je me rappelle, à la radio. Non, mais c'est pas ça. C'était bien. Les gens ont dit, c'est vrai qu'on a ressenti, maintenant sérieusement, ces jours-ci, ce que ça veut dire une police républicaine. Ça, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où même on a le devoir de critiquer peut-être le comportement de la police à certains moments. C'est pas, je veux dire, le problème en démocratie, c'est qu'il n'y a pas une situation. Il y a une complexité et il y a des différences. Moi, je suis mal à l'aise. J'ai trouvé que quand les Anglais ont sorti Not in my name, c'était la meilleure position. Parce qu'ils ont dit, écoutez, nous, on est musulmans, ce qu'ils font, c'est pas en notre nom. Et ce Not in my name, ça a été retrouvé beaucoup, c'est très bien. Parce que sommer les gens, alors on somme les musulmans quand des fascistes, c'est des fascistes. Vous avez raison. Quand des fascistes font quelque chose, moi, je suis pas concerné. Et un musulman, comme quelqu'un dit, mais pourquoi moi je dois dire qu'un fasciste n'a pas à agir? En vrai, je suis pas fasciste. C'est la même chose pour vous dire. Quand Israël fait des choses qui nous plaisent pas, on dit les Juifs doivent se prononcer. Non, ils doivent pas. Ils peuvent s'ils en ont envie. Il faut faire très attention d'une ethnisation un peu des comportements. Vous êtes musulman, vous êtes responsable pour un dingue parce qu'il dit qu'il est musulman. Vous êtes juif, vous êtes responsable par ceci. Vous êtes athée. Écoutez, quand l'extrême droite, parce que l'islam, pas phobie, mais qui massacre, l'extrême droite allemande, les petits groupes, la même chose, les petits groupes, ont tué 13 Turcs, n'importe lesquels. Ils ont été dans un bar, ils les ont descendus comme ça. 13, il y a 3 ans, environ exactement. Eh ben, on n'a pas demandé à tous les Allemands de dire pas en notre nom. C'était évident que c'était des fascistes et que l'Allemagne n'avait rien à voir avec ça. On n'a pas dit aux Allemands, eh oh oh. Et peut-être que la politique allemande avait produit cela, mais c'était pas ça le contexte. Et on précise qu'il y a des manifestations anti-musulmans qui rassemblent des milliers de personnes, 25 000 aujourd'hui encore. Ouais, mais 150 000 contre. Oui. Il faut toujours dire ça sur l'Allemagne, parce que ça commence à me. C'est vrai qu'il y a des poches vraiment islamophobes, là, on peut le dire, mais il y a une énorme mobilisation de toute la société contre. Qui se fait au jour le jour et qui grandit. À Dresde, en tout cas, c'est pas à Dresde, mais à Leipzig, il y avait 35 000. À Dresde, le samedi d'avant, il y avait 35 000 personnes. Il y avait, ce soir, il y en avait plus contre que, c'est tout. Il faut le dire aussi pour que les Français ne croient pas que ça y est, les Allemands recommencent comme en 40. Alors, du coup, si je peux continuer, faut faire attention à la question de la laïcité parce que là, on n'a pas affaire à des islamistes lambda. Les islamistes, ce sont des musulmans qui, au nom du Coran, veulent faire de la politique et veulent tout gérer. Exact. Et qui ne savent pas séparer le profane du sacré. Là, quand on étudie vraiment le discours de Daesh, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, on a affaire à des fascistes. C'est donc l'État islamique. C'est un projet, chacun a ses codes. Comme on entend aussi sous ce nom-là. Qui sont là-bas. On n'est même pas avec des frères musulmans ou des islamistes. On est, vous l'avez très bien dit, dans un projet de purification interne. On extermine, y compris les musulmans syriens ou irakiens qui ne veulent pas faire allégeance. Et on ne l'a pas assez dit. Donc redisons-le
aux jeunes à qui on fait croire qu'on va combattre les soldats de Bachar el-Assad et sauver les Syriens, c'est faux. Ils exterminent tous ceux qui ne veulent pas faire allégeance à leur groupuscule, et un projet d'extermination externe qui ressemble au projet totalitaire. Alors, justement, et pas au nom de la religion. C'est pas au nom de la religion, c'est le paravent. Comme au Moyen-Âge, la religion, c'était pas celle-là, c'était la religion chrétienne, était le paravent à toutes les conquêtes, à tous les affrontements, à toutes les guerres de religion. Alors justement, on va en venir à la lutte contre le terrorisme. Dès aujourd'hui, on a commencé à évoquer cette lutte. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que 10 000 soldats seraient envoyés sur les points sensibles dans les 48 heures. Il y en avait 1000 jusque-là. Ça sert aussi à ça, l'armée. Alain Bauer. Ça sert à ça depuis que il y a 30 ans, ouais. On a considéré, après les vagues d'attentats de 86 et de 1995, que la sécurité du territoire relevait autant d'unités civiles que d'unités militaires. Vigipirate, dans ses innombrables versions revisitées, moi j'ai participé à une revisite en 89-90 du temps de Michel Rocard, auquel j'ai un souvenir particulier. On a toujours considéré que la force militaire en temps de paix pouvait participer, soutenir et aider. Et là, il y en a autant sur les théâtres d'opération qu'en France pour protéger notamment les écoles juives, le processus est particulièrement développé en raison des circonstances, mais ça fait partie d'unités qui sont traditionnellement appelées en secours des unités civiles, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et des préfets au niveau territorial, et donc toujours sous une autorité civile. Alors, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a même décidé de nommer un préfet coordinateur de la sécurité des sites confessionnels. Il sera donc chargé expressément de la sécurité des 717 écoles et lieux de culte juifs. Le gouvernement... Et des musulmans? Oui, mais alors ça, ils l'ont précisé dans la soirée. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire qu'au début, on a parlé effectivement d'un préfet pour coordonnateur de la sécurité des sites de la communauté juive. Et ce soir, on a évidemment, après cette nouvelle d'une cinquantaine d'actes anti-musulmans, précisé qu'évidemment, ça concernait également les mosquées. Éventuellement les édifices d'autres religions, éventuellement. Peut-être que la précision va arriver demain matin. Il faut dans... Elle risque moins en ce moment. Il y a beaucoup d'agressions contre les édifices d'autres religions. On en parle beaucoup moins, mais il y en a de nombreux. Et les temples bouddhistes un petit peu moins aussi. Paul Quilles, il faut rassurer la communauté juive? Je pense qu'il faut rassurer la communauté juive, les musulmans de France et les Français dans leur ensemble. Parce que ce que j'ai ressenti à la manifestation d'hier et les manifestations de sympathie à l'égard des forces de sécurité, c'est pas simplement parce qu'ils étaient fiers que les policiers républicains les protègent, c'est qu'il y a un sentiment de peur. Et ce sentiment de peur, il ne faut pas l'exacerber, il ne faut pas l'accentuer. C'est ça que moi je suis opposé à l'utilisation du mot guerre en ce moment. Parce que guerre signifie union sacrée, signifie fin du débat politique. On a quand même une histoire en France, on sait ce que ça signifie et on signifie les conséquences. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas pour le Rassemblement national, pour un débat apaisé. Mais le débat, dans les valeurs qu'on évoquait, il y a la valeur du débat dans une démocratie. Et ce débat, il doit continuer, peut-être avec un sentiment de responsabilité, de ne pas pousser trop loin les affrontements. Mais ce débat est indispensable. La une de Libé demain, c'est « Les Juifs en France ont peur ». Et je crois que c'est tout à fait vrai. Moi, comment? C'est la vérité. C'est la vérité. Il y en a qui partent. Moi, j'ai été ils ont raison pas indigné, mais j'ai dit on a mis du temps à dire que c'était pas simplement 4 otages qui avaient été tués, mais c'était 4 Juifs qui avaient été massacrés. Et c'est pas par hasard qu'il a été là. Donc, c'est vrai que les Juifs, pas seulement la communauté organisée, mais les Juifs, se sentent en insécurité. Ici, ils se disent, ils discutent, est-ce qu'on va partir? Alors, ils ne vont pas partir, mais ce sentiment de peur est réel. Et ils ont raison d'avoir peur. Les musulmans ont peur aussi. Et ils ont raison d'avoir peur. Ah oui, ils ont raison. La France est quand même le seul pays en ce moment où des Juifs ont été tués. Entre Mera et les enfants juifs, entre ce qui s'est passé là, il n'y a aucun pays européen. Nemouche, c'est en Belgique, mais c'est un Français. Je dis ça comme ça, je dis pas c'est les Français, au contraire, je ne demande pas aux Français maintenant de dire pas en notre nom, ça serait quand même ridicule, hein. Mais c'est une réalité que si on est juif en France et on va dans des lieux de culte et tout ça, eh ben,
on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours nous? Pourquoi nous? Je vais vous donner la parole, Claude Guillaume, mais d'abord, Manuel Valls s'est rendu devant l'hypercacher samedi et il a rappelé que les Juifs avaient toute leur place dans la France. Il répondait en quelque sorte à l'appel du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Regardez. À tous les Juifs de France et tous les Juifs d'Europe, je vous le dis, Israël n'est pas seulement le lieu vers lequel vous vous tournez pour prier. L'État d'Israël est votre foyer. Ce que je veux dire, et je ne cesse de le répéter, c'est que sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Les Juifs de France sont au cœur de la République. Et ce message, nous sommes tous des Charlie, nous sommes tous des policiers, nous sommes tous des Juifs de France. Vous avez le droit total et complet de vivre en sécurité dans chaque endroit où vous choisirez de vivre, et en particulier chez vous en France. On sent qu'il a mis un petit peu d'eau dans son vin, le Premier ministre israélien. Emmanuel Valls dit restez en France. Il y a un président israélien, Alzheimer, j'ai oublié son nom, il y a 2 ans, qui avait fait la même déclaration. Oui. Et moi, je réponds là, en tant que juif, non, je n'ai aucune envie, moi, d'aller en Israël. Moi, je suis bien en France, je suis bien en Allemagne, je suis bien en Europe, et je veux que l'Europe accueille des juifs, des musulmans, tout et tout ça. Mais il y a 7000 juifs français qui ont quitté la France l'an dernier pour aller s'installer en Israël. C'est un drame pour la France. La France est le pays où ce phénomène est le plus c'est pas une raison pour que le Premier ministre israélien, venant en France à la suite de cette catastrophe, ces attentats, ces divisions, viennent faire cette déclaration. C'est une immense maladresse. Oui, je crois que ce malaise des Juifs en France n'est pas récent, il ne date pas malheureusement de ces attentats. Vous le soulignez à l'instant, il y a eu 7000 Juifs en 2014 qui ont quitté notre pays, c'était 2 fois plus que l'année précédente, et l'année précédente c'était 2 fois plus qu'en 2012. Donc on a un vrai problème. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue à ce propos avec le grand rabbin Bernheim, qui m'expliquait qu'il y avait aussi à l'intérieur de l'agglomération parisienne des mouvements, parce que les Juifs ont peur aujourd'hui. Et ça, pour un pays comme le nôtre, avec l'histoire de l'Europe qui est celle que nous connaissons, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et je crois qu'il faut que nous en prenions bien mesure, parce que c'est grave. Tarek Oubrou, qu'est-ce que ça vous inspire, ces départs, cette peur? Il faut dire aussi qu'il y a des musulmans qui quittent la France justement parce qu'ils ont peur. C'est vrai. Aussi, moi je connais un flux de la deuxième, troisième. Leurs parents sont venus pour travailler en France et la deuxième, troisième génération est en train, une partie de moi, en train de quitter la France pour aller en Angleterre, à Dubaï, en Arabie Saoudite. Du travail plutôt? Entre autres, parce qu'il y a la sécurité sociale, il y a la sociétale, il y a la sécurité aussi de l'emploi, la sécurité physique, il y a plusieurs formes de sécurité. Il y a une vraie peur du côté des musulmans, surtout les musulmans pratiquants qui ont des signes les femmes qui portent le foulard. Je voudrais juste dire quelque chose qui ne va pas être politiquement correct, mais on a parlé tout à l'heure des gens qui ne sont pas descendus faire la manifestation. Honnêtement, le fait que le gouvernement d'Israël soit dans cette manifestation avec la polémique qui tourne sur le non-respect des droits de l'homme et la mort des civils qu'il y a eu, pour moi, ça parasite énormément le débat et beaucoup de gens ont été... Bon, je sais qu'il s'est invité de lui-même, a priori qu'il n'a pas été invité, mais bon, voilà. Non, mais je ne crois pas que les gens qui ne sont pas venus, c'est à cause de Netanyahou ou que d'autres sont venus à cause de Abbas. Dans les réseaux, oui, mais les réseaux. Non, moi qui suis vraiment. Alors là, je veux dire, les réseaux, il y a un problème. Il y a d'abord beaucoup de musulmans qui ne voulaient pas descendre dans la rue. Il faut dire la vérité. Il y a une minorité qui est significative et que je crois qui était très forte. Mais je suis d'accord. Moi, j'avais un chauffeur de taxi tunisien, il y a 2 jours, il me dit, je pars, mon fils a été mis au banc dans son école, toi t'es un copain des terroristes. Il est rien, il est tunisien, il est, je sais pas s'il va à la mosquée, il ne l'a pas dit, etc. Donc je veux dire, il y a 2 peurs, mais surtout, alors refusons, c'est peut-être vrai, mais refusons cet argument. Les uns disent, je viens pas des Juifs parce qu'il y a Abbas, les autres disent je viens pas parce qu'il y a Netanyahou, je viens... Non, il y avait les politiques, mais c'était pas ça l'enjeu.
L'enjeu, je suis venu même s'il y avait Orban, moi. Je suis venu même s'il y avait... je veux dire, c'est pas ça. L'enjeu, c'était ce qui s'est passé en France. Et c'est pas que c'est pas correct, je crois que c'est pas juste. Vous pouvez dire quelque chose de pas correct. Et je dis que les problèmes que nous vivons et auxquels nous devons faire face ne dépendent pas principalement des chefs d'État étrangers invités ou pas invités. Je suis d'accord. Alors, on avait commencé à parler des mesures contre les terroristes. Alors, je parlais de la protection, et notamment de la protection des lieux de culte et des sites sensibles en général. Des sites sensibles en général. Ce qui veut dire pour tous les Français, c'est-à-dire les gares, les lieux de rassemblement, etc. Mais alors, dont les lieux de culte. On va rentrer dans le détail. Et là, Alain Bauer, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Manuel Valls a également évoqué une amélioration du système des écoutes administratives et judiciaires. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Et pourquoi faut-il les améliorer? Dans les pays qui ont une tradition démocratique, les contrôles des écoutes font l'objet de deux procédures. Une procédure judiciaire extrêmement réglementée et une procédure administrative qui permettait au nom de la sûreté de l'État d'avoir des dispositifs plus souples. Ils se sont peu à peu extrêmement rigorifiés, rigidifiés, au nom de la défense des libertés, au nom des libertés fondamentales, par des décisions successives des diverses instances juridictionnelles européennes, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne, oui, bien sûr. Et donc, peu à peu, le processus a amené, un peu comme l'organisation de la garde à vue, des avancées démocratiques indiscutables et un certain nombre de difficultés techniques tout aussi complexes. Soit les services se sont adaptés en indiquant que c'était 4 fois plus long, 4 fois plus compliqué, qu'il y avait 8 fois plus de circulaires, etc. Mais qu'après tout, ils faisaient avec. Dans un pays qui est la France, où la tradition de l'aveu est plus importante que celle de l'enquête, c'était une rupture culturelle considérable. Soit ils ont utilisé des biais, notamment le code des télécommunications, pour essayer de rattraper d'une main ce qu'ils avaient perdu de l'autre. Et à la fin, on avait un système parfaitement incompréhensible, inutilisable et qui a été d'ailleurs de temps en temps sanctionné. Donc l'idée générale était de retrouver un dispositif ferme, stable, cohérent, qui permette notamment l'action antiterroriste et la protection des libertés individuelles, puisqu'on n'a pas besoin de se passer de la protection des libertés individuelles, on a besoin de clarifier un processus qui est devenu tellement bureaucratique qu'à peu près plus personne ne s'y retrouve. On ne cesse de dire que le problème, c'est le renseignement. Non, c'est pas le renseignement le problème. Le renseignement fonctionne très bien. Alors c'est l'analyse des données du renseignement plus exactement. Bien, oui. Justement, c'est plutôt à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui ne marche pas? Écoutez, après chaque catastrophe terroriste de ce genre, au cours des 50 dernières années, il y a en général un truc qui ressemble à une commission d'enquête, quel que soit le nom qu'on ait, dans tout l'Occident. Hein. Ceci n'est pas valable pour la France, mais pour tous les autres pays, qui commence par petit 1. En fait, on savait à peu près tout, ou presque, du sujet. Petit 2, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas compris ce qui se passait. Petit 3, ça ne se reproduira plus. 3 petits points jusqu'à la prochaine commission d'enquête. Chaque fois, on regarde le truc et on ne sait pas exactement comment le prendre, parce qu'en fait, on est parti d'une situation assez simple. Nous avions des espions soviétiques et on avait un ennemi de confort, on savait comment il fonctionnait. Puis à partir de 89, l'ennemi de confort s'est transformé de terroriste singulier en terroriste pluriel. C'est devenu trop compliqué en fait pour nous. C'est pas devenu trop compliqué, on a eu du mal à s'adapter. Regardez, les journalistes de la presse ont vu apparaître Internet il y a 40 ans, 1970. Depuis 20 ans, c'est un organe d'information et ils n'ont toujours pas digéré la transformation des journaux papier en journaux autre chose. Eh bien, le contre-terrorisme, c'est pareil. La digestion d'un changement d'une telle ampleur... Sauf que c'est moins dangereux pour la presse. Oui, sauf que jusqu'à présent, le temps était notre allié. Le temps était notre allié. Le temps était notre allié parce qu'on avait le temps de voir les terroristes aller, venir, changer, aller dans les camps d'entraînement, on pouvait les suivre, les repérer, remonter les filières. Tout ça fonctionnait très bien, un peu comme la lutte anti-stupéfiants, d'ailleurs, c'était le modèle. Et puis aujourd'hui... La lutte anti-stupéfiants. Non, pour remonter les filières, elle marche très bien. Pour la consommation de hashish, moins. Mais les filières sont remontées et démantelées avec le temps. Ce que j'explique, c'est la notion du temps nécessaire. En matière de lutte antiterroriste, aujourd'hui, Internet, c'est devenu le booster. Et ce qui permettait d'attendre 6 mois il y a quelques années, aujourd'hui, c'est 6 semaines, 6 jours. Et donc, tout a changé et l'accélération doit être commencée. Alors, il y a eu 3 périodes dans la réforme du renseignement, l'analyse.
La première, c'est Rémi Potra, conseiller de Michel Rocard, qui dit nous avons un problème. On va pas faire l'historique. Hein. Vous avez tort, parce que la mise en perspective, c'est ce qui vous manque. L'instantanéité, c'est ce qui vous tue. C'est ce qui nous manque. Et là, en tout cas, on voudrait savoir pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi on est passé totalement à côté. Je vais vous le dire, à condition que vous acceptiez d'apprendre un peu d'histoire, parce que ce que nous voulons, c'est la révérence de l'histoire et de la géographie. Et ça ne fait de mal à personne de faire un peu de pédagogie. Mais là, on est dans un débat, ça fait 4 minutes que vous parlez, donc je vous demande un petit peu de nous expliquer aussi. Alors je vais m'arrêter parce que vous trouvez que c'est trop long. Ne vous arrêtez pas, mais je vous demandais... Là, on est dans une faillite totale. C'est une pédagogie. Un débat, c'est un endroit où on s'exprime. Moi, je n'interromps personne. Non, mais comme on remontait à Michel Rocard, voilà. Il y a un moment où les choses se font. Allez-y. Ensuite, Nicolas Sarkozy, en créant la DCRI, a compris que la mutation du renseignement était nécessaire et qu'il fallait sortir de la vieille DST et des vieux RG. Emmanuel Valls a fait à peu près la même chose que la DGSI. Ils ont tous compris ce qu'était la mutation du terrorisme, l'apparition des hybrides, mi-gangsters, mi-terroristes. Le problème, c'est que les structures, les institutions, elles ne vont pas aussi vite dans le changement. Quand vous avez besoin de prendre des analystes qui viennent en général du monde universitaire, du monde scientifique, qui doivent comprendre le monde, il faut aller les chercher, les trouver, les recruter, etc. Tout ça prend du temps et hélas, nous n'avons plus le temps. Ah ben voyez. En tout cas, là, il y a eu une faillite totale, on peut dire. Non, enfin, je crois qu'il faut quand même dire à nos compatriotes que, évidemment, il faut améliorer nos dispositifs de renseignement et nos dispositifs de sécurité. Il faut tout faire pour prévenir le retour d'actes tels que ceux que nous avons connus la semaine dernière. Mais ceci dit, on n'arrivera jamais à tout prévenir. Oui. Ça aussi, il faut le savoir. Cela étant, Alain Bauer a raison, il y a un problème de rapidité de l'exploitation des renseignements disponibles. Lesquels renseignements, souvent, sont recueillis par des services de nationalités différentes, qui ne sont pas spécialement partageux. Ils ont mis au point des systèmes de communication entre eux, mais ça, d'abord, ça pose un problème. Et pourquoi ça ne marche pas? Et ça ne marche pas parce que les services de renseignement des différents pays sont jaloux des renseignements dont ils disposent. Avec nos principaux alliés, on a mis au point des plateformes d'échange qui fonctionnent de façon extrêmement satisfaisante, mais on n'arrivera jamais à tout réussir. On n'arrivera jamais à tout prévenir. Cela étant, puisqu'on parle des services de renseignement, moi je plaide pour la présentation au Parlement, que ce soit d'origine parlementaire ou gouvernementale, d'une loi qui donne enfin un statut aux services de renseignement en France. Les services de renseignement ne peuvent pas aller en France jusqu'au bout de leur mission, parce que par définition, ils ne sont pas sous couverture judiciaire, donc il y a des choses qu'ils pourraient faire sous couverture judiciaire qu'ils ne font pas. Je ne veux pas dire qu'il faut leur laisser la bride sur le cou, leur laisser faire n'importe quoi. Au contraire, il faut plus de contrôle sur nos services de renseignement, mais aussi plus